Bonjour, bienvenue à vous, bon réveil dans la matinale week-end sur CNews. On est ensemble jusqu'à 10h pour faire le plein d'actualités. Évidemment, pour de nombreux débats, on a la chance d'avoir autour de la table aujourd'hui William Tay, président du Cercle de réflexion Le Millénaire. Bonjour, merci d'être avec nous. Sur ce plateau, Michel Taube, fondateur du site Opinion Internationale. Bonjour à vous également. Et Harold Iman, que vous connaissez bien aussi, journaliste CNews, spécialiste des questions internationales. On parlera notamment de la guerre en Ukraine. À noter qu'à 8h, Jean-Pierre Elkabbach recevra Elie Tenenbaum, directeur des études de sécurité à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Mais tout d'abord, la météo de ce samedi 30 avril. C'est avec vous, Karine Durand. Des conditions plutôt calmes et agréables sur les 3/4 du pays, avec un soleil généreux, tout au plus quelques bancs de brouillard qui sont présents le matin sur la moitié nord et un ciel qui reste chargé sur le sud-ouest et la Nouvelle-Aquitaine en particulier. Parfois quelques gouttes d'ailleurs sur le piémont pyrénéen et ça commence à se gâter sur la façade est avec les premières averses qui tombent sur l'Alsace. Au cours de l'après-midi, on retrouve cette agitation qui se met en place sur l'est du pays, de l'Alsace au Jura, en passant vers les Alpes avec un petit peu de neige en altitude au-delà de 1800 mètres. D'ailleurs, ça se dégage sur l'ouest et on a toujours cette bise de nord-est qui donne ce ressenti assez frais sur les côtes de la Manche. Les températures sont de saison. Ce matin, 10 sur Paris, 10 également en direction de Strasbourg, 6 sur la pointe bretonne et un maximum de 17 déjà pour Perpignan. Au cours de l'après-midi, les valeurs sont tout à fait printanières. Elles sont exactement de saison sur la moitié nord, 18 pour Paris et 16 pour Brest. Elles sont un peu supérieures aux moyennes de saison sur le sud avec de la douceur, jusqu'à 25 degrés localement pour la ville de Marseille. À la une de votre matinale, Marioupol, dévastée ville martyre en Ukraine. On vous parlera ce matin des dégâts causés par l'armée russe et des derniers bombardements sur l'usine d'Azovstal où sont encore piégés des centaines de civils avec des militaires ukrainiens, des civils qui attendent encore et toujours d'être évacués. La réconciliation sera-t-elle possible au sein du camp nationaliste, celui de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour? Alors que tous les partis sont dans les grandes manœuvres politiques en vue des législatives, du côté du Rassemblement national, on ne veut pas entendre parler d'alliance avec Reconquête, au grand dam des militants du Rassemblement national. Vous l'entendrez dans notre reportage à Fréjus. Et puis, le troisième tour social promis par les syndicats en ce dimanche 1er mai, premier grand test social d'ailleurs pour le chef de l'État Emmanuel Macron. Le pouvoir d'achat, les salaires, cela fera justement partie des revendications. Un 1er mai que les adversaires du président espèrent transformer en rendez-vous politique. Comment se prépare-t-il justement pour ce rendez-vous? Nous le verrons dans un instant. Et on commence donc avec Moscou qui assume sa frappe sur Kiev en pleine visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Une frappe qui a causé la mort d'une journaliste ukrainienne. Ce vendredi, à Marioupol, dans le sud-est du pays, des bombardements ont retenti sur l'usine Azovstal, ce complexe sidérurgique où sont piégés des centaines de civils avec des militaires ukrainiens, ce qui met évidemment à mal les opérations d'évacuation annoncées jusque-là. Les images de cette ville portuaire dévastée sont commentées par Marie Conan. Quand on circule dans la ville de Marioupol, les traces laissées par les bombardements sont visibles à chaque coin de rue. Ces bâtiments sont calcinés, en miettes, ce tramway écrasé. Cet impact laisse imaginer toute la violence des frappes. Et dernièrement, c'est le port de Marioupol qui a été dévasté, conquis par les forces russes. Il ne reste à ce jour plus qu'un seul lieu encore contrôlé par les Ukrainiens, cette usine de métallurgie. Le principal centre de regroupement des bataillons nationalistes est l'usine Azovstal, où les nationalistes sont complètement coincés. Et maintenant, la question du retrait des civils est en train d'être réglée. Femmes, enfants, personnes âgées, ces civils devraient être libérés. Pourtant, au loin, on peut toujours entendre le bruit sourd des bombardements. Des explosions qui proviennent justement de cette usine Azovstal, rendant l'évacuation des quelques centaines de civils restants impossible. Le président ukrainien craint désormais que cette guerre d'usure, utilisée ici à Marioupol, ne se reproduise désormais dans l'est de l'Ukraine. Si les envahisseurs russes sont capables de réaliser leur plan, même partiellement, alors ils ont suffisamment d'artillerie et d'avions pour transformer tout le Donbass en pierre, comme ils l'ont fait avec Marioupol. La bataille pour la conquête du Donbass, l'objectif principal des Russes en Ukraine, a débuté depuis plusieurs jours. Michel Taube, Marioupol, c'est le symbole quelque part de ce que pourrait être l'intégralité de la région du Donbass, c'est-à-dire un champ de ruines avec des civils otages d'une sale guerre finalement? Absolument, et
plus, je crois que c'est une méthode russe éprouvée, qui avait déjà été éprouvée en Syrie, la Russie ayant soutenu largement le régime Assad, et on voyait des villes rasées, bombardées, complètement détruites, des populations civiles poussées à l'exode, et c'est exactement ce à quoi on assiste dans le Donbass, avec en plus, je trouve, j'ai l'impression que Poutine et Moscou n'ont pas le même rapport au temps que nous, c'est-à-dire que nous, chaque semaine, on se demande si Mariupol ne va pas tomber tout de suite dans 2-3 jours, c'est le début de la bataille, et en fait, ça prend du temps, mais les bombardements continuent pendant ce temps-là, l'exode continue, même s'il est très difficile pour les civils d'en sortir, parce que même des convois humanitaires, on n'arrive pas à en obtenir. Donc effectivement, je pense que Mariupol, c'est le symbole, mais c'est surtout l'indication du début de ce qui risque d'arriver dans les semaines et les mois qui viennent dans l'ensemble du Donbass. Le Donbass, il faut s'en rappeler, au départ, c'était l'objectif de guerre de Vladimir Poutine, ainsi que la dénazification, entre guillemets, de l'ensemble du régime ukrainien et l'invasion de l'ensemble du pays. Là, il s'est rabattu sur le Donbass, mais on voit que même en se rabattant sur le Donbass, il n'y arrive pas et ça prend énormément de temps parce que Vladimir Poutine a complètement ignoré une chose à laquelle on assiste à Mariupol comme dans d'autres parties du pays, c'est l'extraordinaire résistance du peuple ukrainien. Harold Iman, Mariupol, c'est ce que pourrait être l'intégralité du Donbass bientôt. C'est un avertissement finalement des Russes sur ce qu'ils entendent réaliser pour reconquérir cette région de l'Est de l'Ukraine. Je dirais presque que c'était le but en soi, parce que c'est vraiment le gros bijou qui restait à prendre dans le Donbass. Si on pouvait voir le Donbass et le sud de l'Ukraine, vous voyez le Donbass, c'est la zone entourée en vert, et la partie rouge était russe le 24 février déjà, mais c'est le reste qu'on voulait, le reste de cette zone verte, cerclé par le vert, et donc tout ce qui est rose, c'est ce qui a été pris. Donc ils ont pratiquement tout pris, mais Mariupol résistait. Mariupol qu'on voit au sud en fait de cette région du Donbass. Qu'on voit au sud. Et c'était ça le bijou. C'est presque aussi merveilleux qu'Odessa dans la hiérarchie. C'est pas une terne ville secondaire avec d'horribles... Et un bijou qu'ils ont quasiment totalement détruit là. Ils ont évité la grande église déjà, mais ils ont détruit le plus clair de la ville, alors que c'était une construction impériale russe. Donc Mariupol est le but en soi. Sinon, le reste du Donbass qui reste à conquérir, c'est du territoire. Parce que les deux villes, Donetsk et Lugansk, sont déjà entre les mains des satellites russes depuis 2014. Donc il fallait juste prendre l'arrière-pays du Donbass pour faire une grande masse, et Mariupol, qui était la seule ville vraiment valable, qui était restée aux mains. Et ça change quoi, Mariupol? Ça change quoi pour eux, Mariupol? Ça donne l'accès à la mer, et non seulement l'accès à la mer, ça donne la continuité territoriale avec la Crimée. Donc dorénavant, on aura, si on peut imaginer, le Donbass, tout ce qui est entouré en vert, ça serait russe ou satellite russe, république indépendante du Donbass, enfin du Donetsk, c'est sans importance. Et ça irait jusqu'à la Crimée qui, elle, fait partie intégrante du territoire russe. Donc ça serait rendre la mer Noire quasiment une mer russe. William Tay, on a le Pentagone, la défense américaine qui dit que cette offensive russe dans le Donbass, elle a pris du retard malgré tout. Donc c'est signe que ça va pas si bien que ça. Ils sont loin d'avoir fait la jonction entre le sud et l'est du pays. C'est ce que disent les États-Unis. En fait, ils arriveront à faire la jonction entre le sud et l'est une fois qu'ils auront pris Mariupol. Après, on ne sait pas exactement lorsqu'ils prendront toute la ville de Mariupol, parce que quand on prend depuis le début du conflit, on avait dit que Kiev allait tomber au bout de 4 jours. Kiev n'est pas tombé au bout de 4 jours. On avait dit que Kharkiv allait tomber au bout d'une semaine. Kharkiv n'est pas tombé au bout d'une semaine pour une simple et bonne raison. C'est que, premièrement, Vladimir Poutine, lorsqu'il a entamé son offensive, il a vu qu'il y avait une certaine résistance ukrainienne. C'est le premier élément. Et deuxième point, c'est qu'en fait, si vous voulez éviter le maximum de pertes militaires, vous êtes obligé en fait, de bombarder et de prendre du temps pour éviter le maximum de pertes humaines. Et l'armée russe a souffert de beaucoup de pertes humaines en fait, depuis le début du conflit. On ne connaît pas le nombre exact. Il y a des divergences entre ce que déclare le Kremlin et la différence avec ce que déclarent les médias locaux ukrainiens. Donc on ne sait pas exactement, mais on sait par contre qu'ils ont perdu beaucoup de personnel militaire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ensuite, après, c'est quels sont les objectifs de Vladimir Poutine.
Si effectivement, en termes de conquête territoriale, il veut prendre Mariupol, il ne faut pas oublier que l'objectif premier de Vladimir Poutine, c'est de neutraliser l'Ukraine. Et pour neutraliser l'Ukraine, il faut empêcher deux choses. Que l'Ukraine rentre dans l'OTAN et que éviter que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne. Et pour éviter ces deux points, il a deux solutions. Premier point, c'est qu'en fait, si par cas il conquiert des territoires et que l'Ukraine a une partie de son territoire qui est réclamée, ils ne peuvent ni rentrer dans l'Union européenne, ni rentrer dans l'OTAN. C'est le premier élément. Deuxième point, c'est d'entamer une négociation. Et dans ce cadre-là, il faut le dire, moi je pense que les Européens et les Américains sont faibles par rapport à Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, on l'a vu sur le bombardement à Kiev avec la visite du secrétaire général des Nations Unies, Guterres, et du coup, entame un rapport de force à chaque fois avec les Occidentaux, et les Occidentaux sont faibles parce qu'il faut entamer un rapport de force avec Vladimir Poutine et lui montrer qu'en fait, il a plus de choses à perdre à continuer son offensive qu'à la maintenir. C'est une humiliation, comme dit Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, pour la communauté internationale, que ce bombardement de Kiev, alors que justement le secrétaire général de l'ONU est sur place. En tous les cas, c'est une humiliation infligée par Vladimir Poutine, et ça le montre bien qu'il s'en fiche, excusez-moi l'expression, des règles de droit international. C'est vrai que bombarder Kiev au moment de la visite du secrétaire général des Nations Unies, qui est censé être neutre, qui est venu à Moscou 2 jours avant pour essayer de proposer ses bons offices, comme d'autres l'ont fait auparavant, la Turquie et d'autres pays, Israël et d'autres pays. Donc Guterres est arrivé en homme de paix. Et voilà qu'on le bombarde, ou plutôt qu'on bombarde la ville dans laquelle il s'est déplacé, c'est quand même pas un signe de bonne volonté de la part de Vladimir Poutine. Après, ce que je veux dire, c'est que Mariupol n'est pas tout. Odessa commence aussi à être bombardée, et Odessa, c'est un enjeu symbolique absolument majeur, et c'est aussi, on le voit sur la carte, pour que la jonction soit faite avec tout le sud de l'Ukraine et l'occupation de tous les rivages de la mer Noire, il faudrait qu'ils aillent jusqu'à Odessa. Et ça, ma crainte, c'est que Vladimir Poutine, prenant conscience de la très forte résistance ukrainienne et des soutiens occidentaux beaucoup plus importants, notamment en termes de livraison d'armes et d'aide humanitaire, se disent « je vais procéder par étapes, je commence par le Donbass, et après s'arrêtera-t-il ou passera-t-il à Odessa, voire à d'autres objectifs ?» Ça, je n'en sais rien. Moi, ma conviction, c'est qu'il a le temps devant lui, qu'il a une telle capacité militaire qu'il n'est pas obligé d'attaquer partout tout de suite, surtout avec la résistance qu'il y a en face. Et donc on risque... Avec quand même en vue cette fameuse date du 9 mai, qui est la fête de la victoire de la Russie contre l'Allemagne nazie. Mariupol lui suffirait, entre guillemets... On y reviendra dans le courant de cette matinale. On va avancer, on va revenir en France avec ces grandes manœuvres politiques en vue des législatives et cette réconciliation qui semble en ce moment impossible au sein du camp nationaliste. Je parle du camp de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, bien évidemment, du côté du Rassemblement national. On ne veut pas entendre parler d'alliance, aux grandes dames des militants du Rassemblement national eux-mêmes. Regardez ce reportage à Fréjus dans le Var. Il est signé Gauthier Lebret, Sacha Robin et Jules Boiteau. Il trinque pour se féliciter de la campagne présidentielle et lancer celle des législatives. Pour retrouver une dynamique, la plupart de ses sympathisants du Rassemblement national militent pour une alliance avec le parti Reconquête. Il faut absolument faire l'alliance. On laisse passer tout ce qui s'est passé et on fait une alliance. Ça, on n'y arrivera jamais. Moi, je pense qu'ils devraient se réconcilier. Ils devraient se mettre d'accord tous ensemble. Oui, pourquoi pas. Oui, si besoin. Ce serait comme dit M. Zemmour, une alliance de la droite. Problème, du côté des cadres du parti, le ton est beaucoup plus froid. Agacés par les propos d'Éric Zemmour au soir du second tour, les dirigeants refusent pour le moment une alliance au niveau national. Nous, ce que nous souhaitons, c'est avoir les candidats qui portent le projet de Marine Le Pen aux élections législatives. Maintenant, il y aura sans doute un certain nombre de candidats d'ouverture qui viennent d'autres mouvements politiques, qui ont d'autres parcours qu'un parcours RN stricto sensus. Le Rassemblement national espère s'appuyer sur les 13 millions de voix récoltées au second tour de l'élection présidentielle pour pouvoir obtenir au moins 15 députés, nécessaires à la création d'un groupe parlementaire. William Tay, cette alliance, c'est pourtant du bon sens finalement pour le camp souverainiste. Ça devrait aller de soi presque. Oui, mais ils ont des intérêts divergents. Tant que ça ? Ah oui, je pense qu'ils ont intérêts complètement divergents et c'est pour ça qu'en fait, une partie des électeurs ne se retrouvent pas dans l'offre politique parce que les intérêts des partis politiques ne sont pas les mêmes que les intérêts des électeurs ou même des convictions qu'ils défendent. Si par cas vous faites une alliance entre les deux camps, vraisemblablement, ils rempliront leurs objectifs et ils feront plusieurs députés, voire peut-être 50, 60 députés. Alors que là, l'objectif pourtant Marine Le Pen est arrivée au second tour de l'élection présidentielle avec 42% et l'objectif qui est énoncé, c'est d'avoir 15 députés, ce qui est quand même très faible sur 577. Mais pourquoi est-ce que Marine Le Pen fait ça ? En fait, Marine Le Pen fait ça pour empêcher
Reconquête d'avoir des députés et donc du coup d'incarner une opposition à Emmanuel Macron et de pouvoir exister politiquement. Pourquoi est-ce que Reconquête essaye de faire une alliance avec Marine Le Pen? Parce qu'en fait, si Éric Zemmour ne fait pas alliance avec Marine Le Pen, vraisemblablement, il y a des grandes chances pour qu'il termine avec 0 député. Donc ce que vous dites, c'est que c'est pas seulement une guerre d'ego, parce qu'on a l'impression que c'est quand même une guerre d'ego depuis les propos tenus par Éric Zemmour à l'issue du second tour, en disant voilà, 8e défaite signée du nom Le Pen. En fait, quand vous avez à chaque fois des intérêts qui sont divergents, il faut pouvoir l'expliquer aux électeurs. Et l'explication aux électeurs, c'est le fait qu'Éric Zemmour ait attaqué Marine Le Pen. Mais par cas, si vous avez une configuration qui est différente, quand vous regardiez les cartes électorales précisément, l'objectif du Marine Le Pen, c'est de se dire il vaut mieux qu'on parte tout seul en faisant 20, 30 députés, plutôt qu'en faire 45 ou 50, mais avec l'aide d'Éric Zemmour qui nous embêtera pendant 5 ans. C'est à peu près ce que pense Marine Le Pen. Mais la question qui se pose véritablement, en fait, pour l'avenir de ce camp-là et ce courant d'idées-là, c'est est-ce que Marine Le Pen est encore la meilleure solution pour espérer une victoire à l'élection présidentielle? C'est la 3e fois qu'elle perd l'élection présidentielle. Elle a augmenté son score de 7 points. C'est-à-dire que même si par cas elle continue sa projection actuelle, en 2027, elle ne gagnerait toujours pas l'élection présidentielle. Donc je pense que ce quinquennat doit servir de faire un bilan pour le camp patriote de Marine Le Pen pour savoir si c'est encore la meilleure option pour gagner un jour une élection nationale. Je pense qu'il y a des défauts qui sont structurels. Elle n'arrivera vraisemblablement pas. Je pense, c'est une prédiction, qu'elle peut se présenter une 6e fois, une 7e fois, une 8e fois, même une 15e fois. Elle ne gagnera jamais l'élection présidentielle. On va rester avec Michel Taube déjà sur l'échéance des législatives. On n'est pas encore à 2027 et on a bien le temps. On vient à peine de sortir de l'élection de 2022. Est-ce que finalement le Rassemblement national, il peut ignorer ses militants en décidant par cette logique d'appareil, de ne pas laisser des sièges à Reconquête, de passer outre ce besoin, en tout cas, que les militants du Rassemblement national expriment aujourd'hui? Je pense que Marine Le Pen, elle n'a qu'un objectif, c'est de s'imposer définitivement comme la chef de l'opposition. Elle a senti passer le boulet lorsque Éric Zemmour a lancé sa campagne entre septembre à décembre. Il a failli ruiner, on va dire, tout son plan de carrière. Elle a résisté, elle a fait preuve d'une résilience quand même considérable. Elle a réussi à passer devant. Donc maintenant, pour elle, l'enjeu de ces législatives, c'est de consolider sa place de leader incontesté du camp national. Et je pense que pour cela, elle ne peut pas laisser l'ombre d'un cheveu, d'une visibilité au Parlement et dans l'opinion publique à Éric Zemmour. Donc, malgré les militants, comme l'a très bien remontré votre reportage, qui demanderaient une unité aussi à Éric Ciotti, avec la droite de LR, mais cela, c'est impossible, parce que l'enjeu principal, c'est le leadership de la droite nationale. Et le leadership, contrairement à ce que vous disiez, Marine Le Pen, elle est convaincue qu'elle est la seule à pouvoir l'incarner, parce que tout simplement, elle a fait 13 millions de voix au 2e tour de l'élection présidentielle. Et même si Éric Zemmour avait raison de dire que c'est la 8e fois qu'un Le Pen se présente au suffrage universel direct à la présidence de la République, eh bien c'est elle la seule qui a une telle avance électorale qu'elle est légitime à incarner ce leadership. Et je pense que au-delà des questions d'ego, Éric Zemmour a quand même constitué un parti très fort, avec des moyens budgétaires importants. Alors Éric Zemmour en aura moins avec les législatives, parce que les financements des partis politiques sont assis sur le résultat des législatives. Mais la question est claire, pour Marine Le Pen, ce 3e tour de la présidentielle, c'est une manière d'essayer d'enterrer définitivement Éric Zemmour. Michel Taube, on va marquer une courte pause un instant, puisqu'il est 7h15 sur CNews, et on accueille Elisa Lukavski pour le rappel de l'actualité. Bonjour Elisa. De violentes explosions ont été entendues cette nuit à Kharkiv, 2e ville d'Ukraine, pilonnée depuis des semaines par l'artillerie russe. Les forces russes qui maintiennent leur pression autour de la ville du nord-est. Hier, ces bombardements ont fait au moins un mort et plusieurs blessés selon l'administration militaire régionale de Kharkiv. Des négociations suspendues alors qu'un accord en vue des législatives semblait se dessiner à gauche hier entre la France insoumise, le PS et Europe Écologie Les Verts. Les socialistes ont suspendu leurs échanges. Malgré leur désaccord avec leur partenaire, Jean-Luc Mélenchon s'est dit optimiste sur un accord d'ici demain dans une interview accordée au journal du dimanche. Et puis un match décisif pour les filles du 15 de France cet après-midi. Les Bleus invaincus depuis le début du tournoi Destination accueillent l'Angleterre, équipe également invaincue. En jeu pour ces deux formations, le Grand Chelem. Une équipe d'Angleterre qui s'annonce redoutable. Les Françaises ne l'ont pas battue lors de leurs 9 derniers affrontements.
Alors on parlait de cette réconciliation qui semble donc impossible au sein du camp souverainiste entre Marine Le Pen et Éric Zemmour en vue des élections législatives. J'avais une petite question pour vous. C'est William Tell, l'argument d'Éric Zemmour, c'est de dire que l'addition des voix pour Reconquête, le Rassemblement national, les potentiels militants républicains qui seraient dans le camp patriote, l'addition de ces voix peut rafler la mise à l'Assemblée. Est-ce que c'est possible mathématiquement ? Il y a un point. En fait, c'est pour ça que moi je vous parlais de la question de l'opportunité de Marine Le Pen de pouvoir gagner l'élection présidentielle. En fait, ce qui se joue dans les élections législatives, c'est que vous avez 577 mini-élections présidentielles. Quand vous regardez le scrutin des élections régionales, à chaque fois que le Rassemblement national était donné en tête et gagnant, ils ont perdu à chacune des reprises. Ils ont perdu en PACA alors que les circonstances étaient plutôt favorables. Et en fait, vraisemblablement, pour que Marine Le Pen gagne une circonscription, il faut que vous regardiez les résultats du Rassemblement national au premier tour. Il faut qu'il dépasse 40-45%. Si par cas, ils ne dépassent pas 40-45%, ils ont presque aucune chance de gagner l'élection législative dans la mesure où il y aura un front républicain au second tour contre eux. Par contre, avec l'apport des voix d'Éric Zemmour, si par cas dans certaines circonscriptions, notamment dans le sud, notamment dans le PACA, il fait 10-15%, dans ce cas-là, vous dépassez en fait les 50%. Et vraisemblablement, vous pouvez gagner. Alors maintenant, la question, c'est de savoir dans combien de circonscriptions ils sont capables de dépasser les 50, au moins les 40% pour constituer des chances raisonnables de gagner les élections législatives. Quand vous regardez la carte électorale, vous êtes à peu près sur 160-180 circonscriptions où le Rassemblement national et Éric Zemmour, à eux deux, dépassent les 40%. Et dans ce type de configuration, vous ne pouvez pas espérer une cohabitation parce qu'il faudrait remporter 290 sièges. Et dans cette hypothèse, il y a peu de chances que l'alliance entre Marine Le Pen et Éric Zemmour puisse imposer une cohabitation à Emmanuel Macron. Oui, mais c'est parce qu'elle sait... Rapidement, Michel Taub. C'est parce que Marine Le Pen sait très bien qu'elle aura peu d'élus, qu'elle préfère privilégier la rivalité définitive avec Éric Zemmour qu'une alliance électorale qui ne changerait pas grand-chose, puisqu'encore une fois, je suis tout à fait d'accord, vu le mode électoral, même en étant alliés, ils auraient assez peu d'élus, ils en auraient peut-être une cinquantaine grand maximum, parce qu'effectivement, il y aura un front républicain, parce que le système n'est quand même pas le même que la présidentielle. Donc Marine Le Pen préfère privilégier le leadership définitif qu'elle veut asseoir sur la droite nationale, plutôt que des alliances par circonscription. Allez messieurs, dans votre matinale aujourd'hui, on vous parle également de la précarité des retraités face à l'augmentation des prix. Nombre d'entre eux ont du mal à joindre les deux bouts et même pour ceux qui affichent en plus des retraites plutôt correctes, le train de vie est très affecté. Je vous propose de regarder ce reportage à Toulouse. Il est signé Jean-Luc Thomas et Adrien Lefin, un couple de retraités contraints de rogner sur ses dépenses d'alimentation ou de chauffage. Pour ce couple, depuis plusieurs mois, les sacs sont moins chargés et la facture plus lourde. Lors de sa vie active, Marie éduque ses deux garçons, fait beaucoup de bénévolat et travaille un peu comme éducatrice. Elle touche 200 € de retraite. Les prix ont tellement augmenté dans l'alimentaire, c'est incroyable. Et c'est sûr que c'est très difficile, il faut vraiment regarder. Au supermarché, j'achète maintenant, même si c'est passé, donc il y a des prix avec des rabais, et j'achète ça. Pour la crèmerie, pour le yaourt, pour le fromage. On préfère se restreindre un tout petit peu, nous autres, mais pour les enfants, et surtout les petits-enfants, voilà, aucun problème. Serge, lui, a une bonne retraite, 2600 €. Pourtant, le pouvoir d'achat, ce n'est plus ce que c'était. On ne peut pas faire ce qu'on faisait il y a seulement quelques années, où on pouvait partir quelques jours en vacances, même si on ne partait pas beaucoup. On allait quelquefois au restaurant, alors qu'on n'y va plus. Enfin, plein de choses comme ça. On avait l'habitude d'aller passer quelques jours chez nos enfants qui sont à Paris ou à Tarbes. Et vu le coût de déplacement, maintenant, on y va beaucoup moins. Ces deux retraités pensent que la priorité des Français est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat est-il une bombe à retardement pour Emmanuel Macron? Michel Taub, je vous propose de regarder juste avant de me répondre à cette question. Ce sondage CSA pour le JDD, le pouvoir d'achat est en tête des préoccupations des Français pour 46% d'entre eux, devant la guerre en Ukraine, la santé, l'environnement, l'insécurité, les inégalités sociales. Et cette inquiétude, elle concerne toutes les catégories socio-professionnelles, même les catégories supérieures, qui la placent au premier rang à 42,5% des personnes interrogées. Donc est-ce que c'est une bombe à retardement que ce pouvoir d'achat pour ce prochain quinquennat? C'est une bombe à retardement pour les élections législatives déjà. Et c'est pourquoi d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon a un petit peu le vent en poupe avec son programme de pouvoir d'achat, blocage des prix, s'il est nommé, entre guillemets, s'il est élu, entre guillemets, Premier ministre. Oui, c'est absolument une priorité. Et quand je vois l'INSEE qui annonce plus 4,6% d'inflation sur un an,
Mais la réalité, c'est que c'est sur un mois. Les prix ont flambé depuis un mois et demi. Le prix des pâtes a augmenté de 18 à 25% selon les marques depuis un mois. Donc les Français le sentent très très fortement. Or, d'ici les élections législatives, il va y avoir encore 2 fins de mois. Et donc, effectivement, plus les prix vont augmenter et plus la priorité donnée au pouvoir d'achat va s'élever dans l'esprit de nos concitoyens. Et ceux qui étaient les candidats du pouvoir d'achat pendant l'élection présidentielle, c'était Marine Le Pen et c'était Jean-Luc Mélenchon. Donc on va le retrouver aux législatives. Donc j'ai envie de dire, la question clé du quinquennat, oui, bien entendu, mais c'est surtout la question clé des prochaines semaines, et notamment des élections législatives. Et c'est une des raisons profondes pour lesquelles je pense que cette assurance qu'au 3e tour, le président élu est d'une majorité absolue, on en est extrêmement loin, et ça ne va pas être facile pour la majorité présidentielle, justement à cause de cette crise économique qui commence à devenir très très dure pour les retraités, mais pour également les travailleurs, les salariés et tous les Français. Alors William Tay, avant de vous donner la parole sur cette question, je voudrais qu'on relie justement cette question du pouvoir d'achat à celle du 1er mai. Parce que le pouvoir d'achat, les salaires, ça va justement faire partie des revendications de nombreux Français ce dimanche. Une semaine après sa réélection, Emmanuel Macron qui est donc confronté à son premier grand test social, un 1er mai que ses adversaires, Jean-Luc Mélenchon en tête, espèrent transformer en rendez-vous politique. Comment se préparent les organisations syndicales pour ce 3e tour social? Notre reportage à Nantes est signé Jean-Michel Decaze et Mickaël Chailloux. Aujourd'hui dans la rue, demain on continue. Le slogan sera en tête de cortège dimanche à Nantes. Dans les locaux de la FSU, on s'affaire à préparer banderoles et pancartes pour que ce 1er mai marque la continuité du rapport de force établi lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est pour lui montrer que nous ne sommes pas dupes de ses politiques passées et nous ne sommes pas dupes de son projet électoral futur. À partir de là, notre place, elle est de réussir le 1er mai et de s'inscrire dans la durée. Retraite, salaire, service public, FSU Solidaire et la CGT s'accordent sur les luttes à poursuivre. L'UNSA sera dans la rue mais refuse le terme de 3e tour social et propose une autre méthode. On veut que ce soit le tour du dialogue social, quelque chose qui nous permet de co-construire de façon apaisée des rapports sociaux dans ce pays. Reste une grande inconnue, la mobilisation pour ce défilé du 1er mai, alors que ni le nouveau gouvernement ni la nouvelle Assemblée ne sont encore aux manettes. Voilà, il n'a même pas encore formé son nouveau gouvernement, Emmanuel Macron, qu'il y a déjà un premier test pour lui, grandeur nature, ce rendez-vous social du 1er mai. Est-ce que ça va être compliqué pour lui ou alors justement, est-ce qu'il va retourner la situation pour sortir de tout ça avec ces mesures? Un gouvernement qui prendra peut-être la coloration de ce que lui aura demandé la rue finalement. Emmanuel Macron a été élu un peu par défaut, dans la mesure où les partis de gouvernement n'étaient pas en mesure de présenter un candidat qui était correct et en capacité de gouverner immédiatement la France face à la gestion de la crise sanitaire et face à la gestion de la crise en Ukraine. Et donc du coup, Emmanuel Macron s'était retrouvé face aux extrêmes, donc Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Comme les Français ne voulaient ni de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, ils ont élu Emmanuel Macron un peu par défaut. Et maintenant se joue en fait la véritable élection et la véritable question du rapport de force entre ce que veut faire le pays et ce que veut faire Emmanuel Macron. C'est là en fait où se joue la question du rapport de force. Parce que si Emmanuel Macron a été élu plutôt au centre droit au premier tour, il a plutôt fait une campagne de centre gauche, voire de gauche au second tour. Et donc en fait, on ne sait pas en fait quel Emmanuel Macron on aura. Et même si le gouvernement va donner une première coloration en fonction de si on a un Premier ministre de gauche ou un Premier ministre de droite. Et en fait, ce qui se joue, moi je pense dans les prochaines semaines, c'est la capacité et donc l'assise politique que possédera Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron remporte les élections législatives, notamment avec une majorité absolue, si Emmanuel Macron renforce sa cote de popularité, notamment en s'imposant face à la rue et face notamment aux syndicats, il aura assez de marge de manœuvre pour pouvoir faire ce qu'il veut dans le quinquennat et donc gouverner comme il le souhaite. Si par cas, premièrement, il fait pas une majorité aussi grosse que prévu, aussi grande que prévu aux élections législatives, si par cas il commence à perdre des points de popularité, notamment sur la question de la réforme des retraites ou sur la question du pouvoir d'achat, son capital politique va s'éroder, donc ses marges de manœuvre vont se réduire au fur et à mesure des jours du quinquennat. Michel Taube, il nous reste 40 secondes pour ça. Fait presque 20 ans que le 1er mai n'est plus entre les deux tours de l'élection présidentielle. Parce que le 1er mai, les précédentes présidentielles, c'était un vrai enjeu de deuxième tour. Là, ce n'est pas le cas. Mais ceci, effectivement, comme on en est à la troisième partie de l'élection présidentielle, ça va être un moment très très important. Certains rêvaient d'une alliance des gauches autour de Jean-Luc Mélenchon annoncée le 1er mai. Jean-Luc Mélenchon, dans le JDD, redit qu'il espère avoir un accord politique entre les partis d'ici demain soir, d'ici le 1er mai. Il y a un enjeu social, il y a aussi un enjeu sécuritaire, j'aimerais dire. Parce qu'on annonce des gilets jaunes assez nombreux
dans les défilés du 1er mai, voire même des Black Blocs. Donc espérons aussi que ce 1er mai sera un 1er mai pacifique et certes de démonstration de force des forces sociales, mais que ça se passera dans la paix et qu'on ne revivra pas ce qu'on a connu il y a quelques années lors de manifestations sociales parfois très violentes. Michel Taube, William Tay, Harold Iman, vous allez tous les trois rester avec nous sur ce plateau. Dans un instant, on va revenir sur... Vous parliez de Jean-Luc Mélenchon, justement. Jean-Luc Mélenchon qui demande une nouvelle fois aux Français de l'élire Premier ministre dans le cadre de ces élections législatives. En somme, la gauche, c'est lui et il le fait savoir aujourd'hui. Quasiment 7h30, on est ravis de vous accueillir dans votre matinale week-end. Je suis toujours avec William Tay, Michel Taube et Harold Iman pour évoquer toute l'actualité de ce jour. Et à la gauche, c'est lui, et il le fait savoir, les propos de Jean-Luc Mélenchon. Dans le journal du dimanche, Jean-Luc Mélenchon qui demande une nouvelle fois aux Français de l'élire Premier ministre à travers les législatives du mois de juin. Le leader de la France Insoumise se dit par ailleurs optimiste quant à un accord avec les autres partis de gauche. Il dénonce enfin la radicalisation antisociale du chef de l'État. Emmanuel Macron, qui a justement tenté de montrer tout le contraire cette semaine avec plusieurs déplacements dans les quartiers populaires à Cergy, puis hier dans les Hautes-Pyrénées pour s'adresser à la France rurale. Le chef de l'État qui promet un paquet de mesures sociales pour l'été, des premières mesures pour le pouvoir d'achat, l'école et la santé. Il a par ailleurs exprimé son souhait d'un retour au calme et à la concorde dans le pays. 200 enfants de djihadistes toujours détenus dans les camps kurdes en Syrie depuis près de 5 ans. La défenseure des droits Claire Hédon a demandé cette semaine au gouvernement de les faire rapatrier au plus vite. Des drames pour les familles restées en France qui désespèrent de revoir leurs proches. Notre reportage à suivre dans cette édition. Encore et toujours, il réclame aux Français de l'élire Premier ministre. Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, décrit au JDD sa stratégie pour remporter les élections législatives et partir à l'assaut de Matignon. Elisa Lukavski, on va voir cela avec vous. Il dénonce la radicalisation antisociale d'Emmanuel Macron. Oui, notamment Jean-Luc Mélenchon. Son objectif, c'est que les Français élisent des députés d'Union populaire pour qu'ils deviennent Premier ministre. Il mise pour cela sur les négociations avec la gauche. Je suis optimiste. Je pense que nous allons trouver un accord. Nous aimerions que cela soit réglé d'ici demain, espère-t-il. Il veut que, sous l'impulsion de la France insoumise, la gauche retrouve de sa superbe. Je souhaite que les partis de gauche restent groupés. Il faut qu'ils sortent de la loose. Mais pour certains de nos partenaires, gagner, c'est une chimère. Ils ont la culture permanente de la défaite, a-t-il ajouté. Le leader de la France insoumise qui s'en prend aux anciennes figures de la gauche et notamment à François Hollande qui craint une disparition du PS en cas d'union avec la France insoumise. François Hollande est totalement has-been alors que le train de l'histoire passe, il reste à quai. Un entretien où il détaille également ses premières mesures. S'il devenait Premier ministre, blocage des prix des carburants et des produits de première nécessité, hausse du SMIC et des minima sociaux. Premier ministre sinon rien, eh bien en tout cas, quand on lui demande s'il sera candidat aux législatives, il botte en touche. Regardez ce qu'il déclare, on verra. Je suis à part, statut spécial. Merci Elisa Lukavski pour toutes ces précisions. Je suis à part, statut spécial. Jean-Luc Mélenchon qui se veut un petit peu quelque part l'alpha et l'oméga de la gauche aujourd'hui. Est-ce qu'on peut résumer par cette expression, la gauche, c'est moi ? Oui, je pense que c'est les affiches presque hallucinante qu'il a fait. 200 000 affiches, je crois, qui ont fleuri un peu partout en France, où il dit « Élisez-moi Premier ministre ». Donc, alors, il n'a pas pu être élu président de la République, donc il emploie cette formule qui est du marketing politique, parce qu'en termes de droit constitutionnel, évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe, en disant « Élisez-moi Premier ministre ». Pour lui, c'est effectivement l'enjeu. Le troisième tour, ça veut dire cela. Il a failli se qualifier au deuxième tour de la présidentielle. Il se sent dans une dynamique extrêmement forte, contrairement à il y a 5 ans. Et donc, il veut pousser son avantage au maximum. Et pour cela, parce que lui peut espérer non pas avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, ça je n'y crois pas, mais avoir un groupe parlementaire important, s'il arrive à fédérer la plupart des forces de gauche comme à point pour lui permettre de rivaliser avec les candidats de la Macronie lors des législatives, il peut espérer atteindre l'objectif que c'est auto-attribué Marine Le Pen elle-même en disant il y a 10 jours, le soir du deuxième tour de la présidentielle, en disant je suis la chef de l'opposition. Eh ben non, peut-être que ce sera Jean-Luc Mélenchon avec un groupe politique extrêmement important. Donc là, l'enjeu, demain c'est le 1er mai, il va y avoir des manifestations sociales, mais peut-être il va y avoir un accord politique important avec les Verts, avec les communistes, peut-être avec les socialistes qui vont risquer de faire scission. Est-ce que les socialistes vont y participer à cet accord finalement ? Ils ont l'air de le vouloir, mais
Ils ont suspendu les discussions hier en disant c'est de ils ont bonne une guerre. logique hégémonique à la France insoumise, ils n'acceptent pas la pluralité. Ils ont des raisons de l'avoir. Et j'allais dire, est-ce que la France insoumise se venge finalement du traitement qui lui a été fait par les socialistes pendant des années? Mais bien entendu, évidemment, Jean-Luc Mélenchon a été considéré pendant des années comme un traître. C'est un ancien du Parti socialiste, Jean-Luc Mélenchon. Donc effectivement, il est pour beaucoup d'entre eux, pour les classiques, les Hollande, comme un traître. Mais c'est lui qui est en position de force. Et l'enjeu pour le Parti socialiste, qui est dans une situation catastrophique, notamment financièrement, c'est d'avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale demain. Et donc pour cela, Olivier Faure, manifestement, est prêt à beaucoup de compromissions idéologiques. Exactement, des logiques d'appareil sur fond de compromission idéologique. Est-ce que ce ne serait pas un reniement, voire une reddition pour le Parti socialiste que de s'allier avec la France insoumise? Ce mot de reddition, il est employé par Stéphane Le Foll, un éléphant du Parti socialiste. Je pense qu'il a raison. Je vais reprendre les mots de Winston Churchill. Le Parti socialiste a le choix entre la défaite et le déshonneur. Ils ont choisi le déshonneur et ils vont avoir la défaite également. Parce qu'en fait, quand on regarde, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'explique cela. Premièrement, est-ce que c'est compatible avec une grande partie des électeurs socialistes ou anciens électeurs socialistes de faire une alliance avec Jean-Luc Mélenchon? Parce qu'effectivement, il y a une question d'intérêt politique, mais aussi une question de valeur et d'idéologie. Notamment, une grande partie de l'électorat de François Hollande a voté dès le premier tour pour Emmanuel Macron, en fait, en 2022 et même en 2017. Donc, s'ils veulent récupérer une grande partie de leur électorat, il faut qu'ils se tournent vers les électeurs d'Emmanuel Macron. Ça, c'est le premier élément. Et c'est pour ça qu'une grande partie, vous avez deux courants. Vous avez le courant social-démocrate réformateur de Bernard Cazeneuve, de Carole Delga, de Stéphane Le Foll et de François Hollande lui-même, qui, en fait, pensent qu'il faut plutôt aller chercher ces électeurs-là. Deuxième point. C'est Olivier Faure qui a les clés du parti. Et c'est Olivier Faure qui a les clés du parti. Il y a un désaccord avec eux. Ensuite, après, deuxième point, c'est que sur une grande partie des sujets, notamment sur la question de l'Europe principalement, ils ont un désaccord qui est politique. Parce qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon veut principalement renégocier les traités européens, mais c'est à peu près la même chose que Marine Le Pen, qui conduirait implicitement à une sortie de l'Union européenne. Et une grande partie des socialistes ont participé à la construction européenne avec François Mitterrand, avec le traité de Maastricht en 92. Et il faut se rappeler que le Parti socialiste s'était divisé sur la question européenne en 2005. Notamment, on se rappelle de l'affiche entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Et après, moi, j'ajouterai un troisième élément, c'est qu'en fait, leurs électorats ne sont pas les mêmes. Les électeurs des partis socialistes sont principalement urbains et dans certaines régions, notamment dans les territoires du sud-ouest. Et s'ils veulent sauver leur circonscription et ne pas les perdre face à la République en marche, est-ce qu'ils doivent faire accord avec la France insoumise ou pas? Je ne pense pas, ça dépend c'est du cas par cas. Harold Iman, un dernier mot. Oui, c'est intéressant que le PS disparaît parce que ce n'est pas si fréquent en Europe qu'un parti socialiste historique disparaisse. En Allemagne, il se porte bien. En Angleterre, au Royaume-Uni, le parti travailliste se porte bien. En Espagne, il se porte bien. Et il n'y a que véritablement en Italie qu'il s'est complètement effondré au point de ne pratiquement plus être sur l'échiquier, remplacé par toutes sortes d'autres recompositions. Donc on est peut-être un peu sur le modèle italien, enfin l'évolution italienne du PS. S'il ne veut pas d'une cohabitation avec Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, en tout cas, va devoir investir le terrain social. Et c'est ce qu'il a commencé à faire cette semaine. On l'a vu mercredi à Cergy, en région parisienne, dans les quartiers populaires. Et hier, il est allé cette fois dans les Hautes-Pyrénées pour s'adresser à une autre France, cette fois la France rurale. Regardez ce reportage signé Loïc Signor, Florian Paume et Valentine Leboeuf. Moi, j'ai 3 filles et 4 petits-enfants. Qu'est-ce que vous voulez faire avec même pas 1 000 € par mois? Une réalité brutale à laquelle Emmanuel Macron est venu répondre. Dans ce village de 3 000 habitants, le pouvoir d'achat est au cœur des revendications. Gens qui vraiment aujourd'hui ont du mal, tout en travaillant, à pouvoir finir les fins de mois. Et ça, Monsieur le Président, moi je suis délégué syndical, je le vois tous les jours. Et donc on a vraiment un président qui s'occupe de tous les Français. Dans cette commune rurale, la situation est également critique du côté des agriculteurs. Moi, je suis sur une petite exploitation de 40 hectares, je ne peux pas embaucher un salarié. Si mes prix pouvaient remonter et baisser les prix des carburants, le monde rural pourrait vivre différemment. Mais à plus de 800 km de Paris, les habitants dénoncent la gestion d'un pouvoir trop centralisé. Un peu trop sûr d'eux par rapport à nous. On le ressent, oui. On aimerait bien qu'il y ait un petit peu de décentralisation, que ça revienne un petit peu partout et non jamais là-haut. Emmanuel Macron a annoncé préparer un paquet de mesures sociales dès l'été. Le président l'a réaffirmé pendant son déplacement. Le pouvoir d'achat, l'éducation et la santé font partie de ses priorités.
Un pouvoir d'achat, c'est sur les lèvres de tout le monde. On vient de le voir à travers ce reportage, on en parlait déjà en première partie d'émission. Mais une question, Michel Taube, est-ce que c'est ça, le Macron 2, toujours au contact des Français, ou alors est-ce que c'est juste à cause des législatives qui arrivent dans pas si longtemps que ça? Espérons que ce soit les deux et pas que la perspective des élections législatives. En tout cas, les débuts du président élu, du président réélu, donnent effectivement le ton de certaines de ses priorités. La question sociale avec les banlieues, il a été à Cergy-Pontoise. D'ailleurs, il avait terminé sa campagne du deuxième tour à Saint-Denis également. Donc on voit bien qu'il donne une grande importance à la question des banlieues dont il avait été accusé de les avoir laissées complètement de côté. On se souvient de l'enterrement de première classe du plan Borloo 2 qu'il avait annoncé devant lui en 2018. Donc là, il y a peut-être cette priorité. Et après, la question des ruralités, parce que une des conséquences majeures de la crise ukrainienne et de la crise du pouvoir d'achat, c'est pour les agriculteurs français. Et donc peut-être qu'il ne va pas pouvoir attendre l'été pour de nouvelles annonces en matière de pouvoir d'achat et peut-être par décret, par des mesures d'anticipation, prendre de nouvelles initiatives avant les élections législatives. Parce que, encore une fois, je pense que si la crise s'aggrave, et je crains qu'elle s'aggrave avec l'inflation qui va continuer et l'augmentation des taux d'intérêt qui nous arrivent sous peu et qui va être également dévastatrice, il va peut-être être obligé de prendre des mesures beaucoup plus fortes avant les législatives parce que sinon, dans les urnes, le vote protestataire pour les candidats de la droite nationale ou des insoumis seront beaucoup plus importants. En tout cas, William Tay, force est de constater qu'il reste à portée de baffe des Français, comme disait son entourage. C'est le signe qu'il cherche un nouveau rapport aux Français, une nouvelle méthodologie, une nouvelle forme de dialogue finalement. Je pense qu'il est sur la poursuite de ce qu'on voyait au moment du grand débat national. Il faut se rappeler que ce qu'il voulait faire, notamment au grand débat national, puis au moment de la réforme des retraites, a été interrompu par la crise sanitaire. Et donc, en fait, on a un long moment où il ne pouvait plus rentrer en contact avec les Français. Mais Emmanuel Macron a montré qu'il était passé d'un président orléaniste à un président bonapartiste en démocratie directe, en fait, avec les Français. C'est un peu ça son style et sa marque de fabrique. Donc, je pense qu'il est plutôt dessus en termes de style. Et c'est pas étonnant, du coup, qu'il y ait des rapprochements avec notamment Nicolas Sarkozy en termes de style. Ça, c'est le premier élément. Deuxième point, je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, Emmanuel Macron doit conjuguer deux temporalités qui sont contradictoires. À court terme, il doit répondre à la préoccupation du pouvoir d'achat. Mais comment est-ce que vous faites pour augmenter le pouvoir d'achat? Vous êtes obligé de grever le déficit budgétaire, soit en baissant les taxes de manière immédiate, soit en augmentant dans des chèques, ou en augmentant les salaires, ou en augmentant les primes, etc. Mais par contre, si par cas vous faites ça et que vous grevez le déficit budgétaire à une temporalité aujourd'hui, donc 2022, vous mettez en risque d'avoir la France en situation difficile sur le plan financier à partir de 2023. Parce que quand vous regardez en fait ce qui se passe au niveau de la Fed, donc la banque... La Banque centrale américaine, et ce que va faire la BCE menée par Christine Lagarde, c'est que vraisemblablement, en réponse à l'inflation, il va augmenter les taux d'intérêt. Et donc, du coup, actuellement, la France emprunte à 1 ou 1,5%. Mais si par cas, on arrive et on est aligné sur les taux d'intérêt et qu'on passe à 4%, c'est-à-dire que la France doit payer non pas 40 milliards de taux d'intérêt sur l'endettement, mais doit passer à 80, voire 90 milliards. Ça veut dire qu'en fait, vous rajoutez le budget de l'éducation nationale sur le dos d'Emmanuel Macron. Et quand il sera face à cette situation, en fait, il sera en situation très compliquée, donc avec des mesures d'austérité très fortes qui vont pénaliser la fin de son mandat. Et donc, il doit trouver une équation, un petit trou de souris entre répondre efficacement à la question problématique du pouvoir d'achat, mais en même temps ne pas menacer la situation budgétaire et financière de la France pour les 5 années à venir. Michel Taube. Un point, Emmanuel Macron va au-devant des Français, c'est pas la première fois, il adore les selfies, il adore aller au-devant de nos concitoyens, mais la question c'est qu'est-ce qu'il va en faire concrètement? Et comme le disait une de nos concitoyennes interviewées dans votre reportage, Emmanuel Macron a toujours eu beaucoup de mal avec les pouvoirs locaux, et même s'il a organisé des dizaines d'heures de débats avec des maires pendant la crise, à l'issue de la crise des Gilets jaunes, qu'est-ce qu'il en a fait? Effectivement, la France aurait besoin d'une grande phase de décentralisation, mais son esprit jacobin, quand même très vertical, qui est à mon avis le naturel d'Emmanuel Macron, ne va-t-il pas le dissuader de justement donner beaucoup plus de pouvoir aux collectivités locales pour pouvoir gérer les problèmes de pouvoir d'achat, de crise sanitaire, si on en revient. Et là, j'ai beaucoup de doutes. Donc c'est bien d'aller au-devant des Français, mais la question c'est pour en faire quoi? Si c'est que de la communication politique et du marketing, les Français s'en rendront très vite compte
et ce seront de nouveau des colères sociales qui flamberont dans notre pays, comme ça a été le cas dans son premier quinquennat. Est-ce qu'on l'a déjà rencontré, cet Emmanuel Macron-là, qui promet un retour au calme et à la concorde, un paquet de mesures sociales pour l'été, sur le pouvoir d'achat, sur la santé, sur l'éducation? Est-ce que c'est un Emmanuel Macron qu'on a déjà vu ou il est tout nouveau, celui-là? Non, Emmanuel Macron, ce qu'on voit, c'est que notamment, ce qu'il faut avoir en tête, c'est la question du rapport qu'il a, notamment avec la Française, depuis la question des Gilets jaunes. On voit notamment qu'il a changé de rapport, notamment en novembre 2018, lorsqu'il y a eu les manifestations et donc du coup le saccage de l'Arc de Triomphe. Et on a vu qu'Emmanuel Macron était passé sur une nouvelle phase de quinquennat, à la fois sur le fond, mais également sur la forme. Et moi, ce que j'aperçois, notamment pour répondre à ce que vous dites sur la question des pouvoirs locaux, moi je pense que quand vous donnez plus de pouvoir, notamment via les actes de décentralisation, acte 2 et acte 3, ça ne veut pas dire pour autant que les Français ne vont pas à Paris pour demander des mesures supplémentaires. Et donc du coup, par conséquent, vous affaiblissez le pouvoir central et donc la capacité de l'État à pouvoir répondre aux manifestants ou même aux demandes sociales, politiques, institutionnelle ou même en termes de crise, et donc du coup, et c'est pas les maires et c'est pas les collectivités locales qui vont pouvoir y répondre à votre place. Ça, c'est le premier élément. Et ensuite, après, je rajouterai un deuxième élément, c'est que l'avènement de la crise sanitaire a montré que les Français étaient attachés à la question de l'État-nation. Ils veulent pas être attachés à la question, ils sont attachés à la question européenne, ils sont attachés aux collectivités locales, notamment à la mairie, mais c'est pas pour autant qui ne demande pas à l'État de pouvoir agir. Lorsque vous avez eu la crise sanitaire... Votre analyse est très jacobine quand même. Quand vous avez eu la crise sanitaire, ce qui a fait le quoi qu'il en coûte, c'est l'État central. Ce n'est pas les collectivités locales. Ceux qui ont répondu à la crise sanitaire, ce sont les États et ce sont les budgets nationaux. Ceux qui sont capables de répondre à l'Ukraine, ce sont les États et ce sont les armées nationales, ce ne sont pas les pouvoirs locaux. C'est pas ce qu'ont prouvé les régions, les collectivités locales au plus fort de la crise sanitaire. Et je pense que sur le pouvoir d'achat, il risque d'y avoir des effets sociaux vraiment violents. Il risque d'y avoir des crises sociales. Il ne faut pas oublier que la crise des Gilets jaunes est partie d'une taxe, juste d'une taxe sur le gazole. Là, on est dans une hyperinflation. Et donc, il risque d'y avoir des tensions très fortes. Et je pense que si on ne donne pas aux pouvoirs locaux aussi des capacités d'action, et encore une fois, aller sur le terrain, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on en laisse après ? On n'y arrivera pas sinon. Et on a une société en plus inflammable. Il est 7h45 sur CNews, c'est le moment d'accueillir Elisa Lukavski pour le rappel de l'actualité. Il faut une mobilisation autour des salaires. Voilà ce que demande Philippe Martinez, patron de la CGT dans les colonnes du Parisien. Ce samedi, veille du 1er mai, il espère une large mobilisation pour la traditionnelle journée internationale du travail. Une semaine après le second tour de la présidentielle, il souhaite interpeller l'exécutif sur les retraites, les salaires, mais aussi les exigences sociales et environnementales. Un Palestinien a été tué cette nuit lors d'affrontements avec les forces israéliennes dans le nord de la Cisjordanie occupée. L'homme âgé d'une vingtaine d'années a été touché à la poitrine lors d'une opération de l'armée israélienne dans la localité d'Azoun. Un décès après une nouvelle journée de heurts entre Palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées. Demi-finale retour de la Ligue des champions féminines entre le PSG et Lyon. À l'aller, les Lyonnaises, septuples championnes d'Europe, l'avaient emporté 3-2. Mais ce soir, à 21h, les Parisiennes joueront dans un Parc des Princes totalement acquis à leur cause. En jeu, une place en finale. Lyon vise une 10e finale en 13 ans. Toujours au cœur de l'actualité, la guerre en Ukraine, avec cette séquence à peine croyable à la télévision d'État russe. Des analystes et des commentateurs qui évoquent une probable troisième guerre mondiale, ainsi qu'une attaque nucléaire. Certains proposent même d'utiliser des missiles Sarmat, qui peuvent porter jusqu'à 10 têtes nucléaires, de raser des pays comme la France et la Grande-Bretagne. Regardez cette séquence, elle fait pour le coup très froid dans le dos, on la commente juste après. Или мы проигрываем на Украине, или начинается Третья мировая. Лично я считаю более реалистичным путь Третьей мировой. Ну, потому что, зная нас, зная нашего руководителя Путина Владимира Владимировича, вот самое невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным, чем вот такое развитие событий. К ужасу моему, с одной стороны, с другой стороны, к пониманию, что, ну что, значит так. Знаешь, меня... Но мы-то в рай. Да. Меня... Они просто сдохнут. Это не сбиваемая ракета. То, что у них, он говорит, у нас это ограничено. У нас есть чем сбивать. Посмотрим. Нет еще сарматов в Калининграде. Посчитали, что от Калининграда до Берлина 106 секунд, от Калининграда до Парижа 200 секунд. Вас интересует Лондон 202 секунды. Вот, я про это. Поэтому им эту картинку надо тоже показывать. Знаете, ребят, вот смотрите, ну хорошо, вы придете. Вот вам картинка. Считайте посекундно. Что ты успеешь? Ага, куда? Да, все, здравствуйте, пролетело. Ну-ка, а так надо? Ну, пускай думает. Секундомер ему дать, надо, 200 секунд отсчитать. Да, вот так надо с ними. По-другому никак. Они не понимают.
Donc c'est bien Paris à 200 secondes des missiles nucléaires russes. Harold Iman, est-ce que c'est la Troisième Guerre mondiale qui approche ou c'est simplement le 9 mai qui approche en Russie et cette fête, vous savez, pour célébrer la victoire russe sur l'Allemagne nazie et donc Moscou qui bombe le torse un petit peu quelque part. Est-ce que c'est vraiment une crainte, cette Troisième Guerre mondiale, ou c'est simplement un effet ? C'est simplement un effet parce que c'est une émission de télévision connue pour sa grandiloquence et le présentateur qui est un propagandiste aussi, Vladimir Solovyov, se débrouille pour faire une espèce d'esclandre tous les jours ou tous les 2 jours. Donc là, il a invité la chef de la télé publique pour lui demander ce qu'elle pensait. Elle a dit, si je connais bien Vladimir Poutine, je pense qu'il n'hésiterait pas à nous amener par la voie forte vers une Troisième Guerre mondiale. Et regardez comme c'est possible. C'est fait pour nous faire peur et ça a marché. On a peur. Mais voilà, malheureusement, la réplique, c'est que l'Occident aussi a des bombes atomiques. Mais voilà, ils ont gagné, rhétoriquement. On parle tous de Troisième Guerre mondiale. Messieurs, 30 secondes chacun pour vos réactions sur le cette seul problème, séquence. c'est que c'est pas qu'un journaliste démagogue qui menace de Troisième Guerre mondiale. C'est aussi Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui en a parlé très ouvertement en disant qu'il y a un risque de Troisième Guerre mondiale. Je vais vous dire entre vous et moi, est-ce qu'on n'est pas déjà un peu en Troisième Guerre mondiale quand on voit les États-Unis qui annoncent 33 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine? Honnêtement, on sent bien que l'Ukraine, c'est à la fois un la objectif co-belligérance, en soi. c'est ça que vous dites? Exactement. Et c'est ça la réalité, surtout si le conflit s'inscrit dans la durée. Donc évidemment, c'est une émission spectacle, mais en même temps, on sent bien qu'il y a un climat de terreur qui est en train de s'installer et que la Russie aimerait en jouer, sauf que nous, occidentaux, on est, j'espère, aussi rationnels et qu'on va savoir composer avec la peur pour prendre des décisions rationnel. William Tech, quelques secondes seulement, s'il vous plaît. Premier point, ça veut dire que la Russie considère les Occidentaux comme des co-belligérants au conflit en Ukraine. C'est le premier élément. Deuxième point, c'est qu'ils veulent montrer un rapport de force supplémentaire pour leur dire quelles seront les conséquences s'ils livrent des armes supplémentaires aux Ukrainiens. Troisième point, c'est que je ne pense pas que ce soit un conflit mondial, mais c'est un conflit entre les forces occidentales et la Russie. Allez, retour en France où ce jeudi, la défenseure des droits, Claire Hédon, a demandé au gouvernement de rapatrier les enfants de djihadistes français détenus dans les camps kurdes en Syrie depuis près de 5 années désormais. Ils sont près de 200 enfants. L'exécutif, lui, n'a pas infléchi sa doctrine. Il rapatrie au cas par cas pour le moment des drames pour les familles qui sont évidemment restées en France, qui désespèrent de revoir leurs proches. Le reportage est signé Jules Boiteau et Fabrice Elsner. Donc ici, c'est la chambre de l'aîné. On peut retrouver certains dessins qu'on a laissés tels que. Une chambre intacte, inchangée depuis des années. Dans la maison, le souvenir des 4 petits-enfants de ce couple est partout. Emmenés en Syrie par leurs parents, ils sont emprisonnés dans un camp depuis 4 ans. On est en train de voler l'enfance de ces enfants. Puisqu'ils sont arrivés tout petits, voire pour certains, ils sont nés dans le camp. Et là, ils sont en train de grandir comme ils peuvent derrière des barbelés. Le couple garde des contacts irréguliers avec ses petits-enfants. Depuis des années, il multiplie les démarches auprès des autorités françaises pour les rapatrier, sans succès. On nous explique sans honte que l'État français travaille d'après la doctrine du cas par cas et dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Comme si l'intérêt supérieur des enfants était de vivre dans un camp de prisonniers. Le couple réfute le débat en France sur la radicalisation des enfants. C'est quand même paradoxal de vouloir condamner un enfant, non pas sur ce qu'il est, mais sur ce que possiblement il va penser dans 15 ans. Si on commence comme ça, on n'est plus en état de droit, on est dans un film de science-fiction et dans une dictature. Ses grands-parents veulent malgré tout garder espoir, alors qu'Emmanuel Macron a promis que la protection de l'enfance serait au cœur du quinquennat qui s'ouvre. Et pour finir du sport avec le PSG en échec à